Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bienvenue Bonjour. sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec AXA Santé Collective et Prévia. Le sujet du jour, l'absentéisme, sous l'angle suivant, c'est de voir comment on se donne les moyens de réduire l'absentéisme sans stigmatiser. C'est un point important, on y reviendra, je pense, de façon assez régulière au cours de ce direct. Sortir des postures, il y en a sur le sujet. Et si on veut avancer, la moindre des choses, c'est peut-être d'en sortir, en ayant chacun ses approches, hein, bien entendu, mais elles peuvent être convergentes, ces approches, par rapport à quelque chose quand même qu'on ne peut pas... On ne peut pas faire l'autruche par rapport à ce qui se passe, hein. Il y a moult études qui sortent, enquêtes, études, et dont celle d'AXA Santé Collective avec le Datascope, hein, qui est sorti il y a quelques semaines, hein, le Datascope 2026, qui observe un peu les tendances à l'œuvre et dont on va parler. Mais l'intérêt et l'originalité aussi de la rencontre qu'on vous propose avec AXA Santé Collective ce matin, c'est d'avoir une approche macro sur les tendances à l'œuvre, et notamment grâce au Datascope d'AXA Santé Collective, mais de voir comment ça percole au niveau du terrain, dans les entreprises, sur des indicateurs micro, et comment on en fait des objets surtout de dialogue social pour avancer, et comment on met le sujet sur la table sans tabou et qu'on ose en parler, parce qu'il y a matière à en parler. Et merci à France des Nouveaux qui toi tu es DRH du groupe Vulcain, donc un groupe d'engineering dans l'énergie industrie, avec une grosse partie conseil, Jérémy Anthony, qui est à tes côtés, et Jérémy Anthony, toi tu es délégué CFE-CGC et tu es consultant, Délégué syndical et délégué CFE-CGC du CSE de Vulcain Service. Et voilà, et merci à toi. Et donc, vous partagez un même écran, mais on verra bien qu'il y a des nuances dans vos approches, et c'est tout l'intérêt aussi de voir le fait qu'on peut discuter sur le sujet. Merci à vous. Merci à toi, Sophie, d'avoir initié cette rencontre. Sophie, tu es en charge des partenariats chez AXA Extérieur, chez AXA Santé Collective. Et merci à Yvero. Toi, tu es en charge de toute la partie data chez AXA Santé Collective. Et Jean-Baptiste de Courville, toi, tu es en charge des partenariats chez Prévia, partenaire d'AXA, et avec un cœur de métier qui est l'accompagnement des personnes en difficulté, et comment on fait pour éviter la désinsertion professionnelle liée à des arrêts longs, et quel accompagnement ça sous-entend et dans quelles conditions. Donc, moi, je suis Rodolphe Ellarlé, je suis le barreur éditorial de Miroir Social. C'est un plaisir d'animer cette rencontre. Vous êtes nombreux et nombreux à être inscrites et inscrits, donc n'hésitez pas à rebondir, partagez vos retours, voilà, que ça soit au maximum interactif et qu'on puisse aussi se nourrir, et que nos intervenantes puissent se nourrir de ce que vous allez dire et de quelle façon vous allez rebondir. Voilà. Sinon, un petit mot sur... il y a moult, l'absentéisme, c'est quand même un sujet récurrent, on en parle en long, en large et en travers. Yves y reviendra. Et il y a une actualité, on va dire, législative, réglementaire, avec une volonté du législatif de réguler la progression de l'absentéisme, tant sur les médecins, la pression sur les médecins, et là récemment avec le fait qu'on limite les arrêts à un mois, et par rapport au renouvellement. Voilà. Est-ce que ça changera beaucoup les choses? Est-ce que ça se joue là? La question est posée. Peut-être qu'on sera abordée au cours de nos échanges, mais voilà. Je ne vais pas être plus long, donc Sophie, parce que le baromètre Datascope d'AXA, il existe, vous l'avez initié en 2019, donc ça fait maintenant 7 ans. Et si tu peux nous raconter un peu comment les choses évoluent. Tu présentes, toi, en tant que responsable des partenariats externes d'AXA, tu présentes le Datascope dans les branches, etc. Et comment a évolué le
comment ce Datascope a été recueilli, comment les positions ont évolué. À toi la parole, Sophie. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là sur ce sujet effectivement qui est important. Alors c'est vrai que sur la question de l'absentéisme, on intervient à la demande de représentants des salariés dans des réunions de format très variable. Avec cette question, la question qui nous est posée, c'est mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc évidemment, quand vous en parlez à Sophie Mandelbaum, chargée relations extérieures, partenaires sociaux chez AXA Santé Collective, la question vient souvent du fait qu'on constate une augmentation de l'absentéisme qui a un impact sur l'équilibre du régime de prévoyance et qui a une évolution inquiétante. Les inquiétudes portent également sur une manière très légitime la peur que peuvent avoir les salariés à aborder le sujet et que ça remette en cause leur droit à se reposer quand ils sont malades, le besoin de se soigner, etc. etc. Ce que j'ai trouvé vraiment fabuleux quand le Datascope a commencé à être publié par les équipes data d'AXA Santé Collective et qu'on a pu en parler et le partager avec des responsables de branches professionnelles notamment. On est très vite sorti. Ce que j'ai constaté, c'est que ça permet de sortir des craintes, de sortir des appréhensions pour pouvoir justement prendre en charge le sujet véritablement sur la base d'une observation factuelle. Ça permet de se parler ensemble. Et sur la question des datas, j'ai même des souvenirs, parce qu'on est arrivé à la fois en parlant de l'absentéisme, qui est un sujet un peu touchy, et en plus en parlant de data. Et les datas, il y a encore 7 ans, on pouvait pas trop, on avait du mal il y avait d'autres appréhensions qui s'ajoutaient, la crainte de sortie des données du territoire français, le souci naturel de protection des données du salarié et la méfiance sur ses usages. Bon, donc, il y a effectivement, je ne sais plus, 7-8 ans, on a eu une première expérience cuisante quand on est venu partager le sujet de Give Your Data Back. On l'appelait comme ça, c'était l'idée de faire un retour des datas que nous avons, au lieu de les garder pour nous, en tant qu'assureurs, l'idée de les partager avec les clients pour qu'ils puissent avoir une bonne analyse de leur situation, des tendances, des évolutions, de façon à pouvoir agir dessus, agir sur les causes. Voilà. Et la première fois qu'on en a parlé, ça a été très difficile tellement les craintes étaient fortes. Et aujourd'hui, en fait, le Datascope, on nous demande d'intervenir dessus beaucoup. On nous demande aussi, quand on partage avec des syndicats, ils nous demandent aussi comment avoir le data map. Et le data map, donc là, c'est l'outil qui peut être utilisé par l'entreprise, alors cliente chez AXA, aujourd'hui en tout cas, donc les entreprises clientes chez AXA qui ont pris cette option du data map peuvent se situer sur les données d'absentéisme par rapport à leur branche professionnelle, peuvent suivre les évolutions par exemple sur plusieurs sites de manière à mieux identifier les causes de l'absentéisme et ça aussi, ça intéresse les représentants des salariés, l'UCSE ou syndicalistes puisque ça leur permet de confirmer de façon factuelle une appréhension du terrain qu'ils ont de toute façon. Voilà. Donc cette factualisation, cette possibilité de prendre du recul, de situer, de comparer en matière d'absentéisme est aujourd'hui un atout fort dans l'appréhension des sujets de prévention santé au travail à partir des données d'absentéisme. Merci à toi, Sophie. Parole à Yves Hérault. Donc, toi, tu es en charge justement de toute la partie data, de mouliner tout ça, parce que chez AXA Santé Collective, je précise que la force du Datascope, c'est que ça repose sur des données objectives, des données réelles, et on n'est pas sur de l'enquête, on n'est pas sur de la perception, etc. On est sur on va dire sur du dur. Donc, on a un peu un décalage par rapport au Datascope qui est sorti il y a quelques semaines, peut-être voire 2 mois. Sophie, tu peux je ne sais plus exactement. Enfin, il y a un décalage. Il est sorti il y a quelques temps. Donc, il y a eu
Il y a eu pas mal de presse derrière ça. Il y a eu beaucoup de retombées médiatiques là-dessus. C'est repris. Dès qu'il y a des chiffres, les journalistes, je me mets dedans, bah voilà, ça attire le chaland, voilà, et ça permet ça donne de bonnes perches pour pouvoir éditorialiser des papiers, et donc c'est des bonnes rampes de lancement, et donc ça fonctionne bien les chiffres. Et donc, c'est quoi l'analyse que tu peux faire, Yves, de la couverture qu'il y a eu et qu'est-ce que ça révèle. C'est intéressant d'avoir ton regard avec un certain décalage sur qu'est-ce qu'on fait de ce que vous livrez, notamment mes consoeurs et confrères. À toi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, tu l'as dit, quand on a sorti le Datascope, il y a eu pas mal d'échos dans la presse audiovisuelle ou presse écrite. À ce jour, on a à peu près 150 retombées de presse avec des analyses que j'ai trouvées assez approfondies, même si certains médias se sont arrêtés sur la hausse du taux d'absentéisme depuis 2019, plus 50%. Et ce qui est ressorti dans un premier temps, c'est un peu le sujet des abus. Je vais mettre des guillemets autour de ce terme, même si, en fait, dans la réalité, ce n'est pas vraiment le sujet. Et certaines analyses plus poussées ont bien montré que notre propos n'était pas de parler de fraude ou d'abus, et on ne trouve pas le mot d'ailleurs dans le Datascope. Si on revient sur ce mot abus, hein, pour l'évacuer, sur notre activité de prévoyance collective que nous faisons parce que nous indemnisons des salariés en arrêt de travail, la part des abus, elle est stable dans le temps. En fait, 80% des dossiers d'incapacité-invalidité ne donnent pas lieu à expertise médicale, et sur les 20% restants pour lesquels donc il y a une expertise médicale, seulement 20 à 25% font l'objet d'une cessation des prestations qui elle-même est encadrée par des dispositifs contractuels de recours. Donc, ce qu'on pourrait appeler le taux d'abus, il est en fait très faible, il est de 4 à 5%. Et quand je dis abus, ce sont bien des abus sur des arrêts que nous indemnisons. Et donc, nous intervenons au-delà d'une certaine période de franchise qui est d'environ 60 jours. Voilà, donc moi, ce que je pense, c'est que quand on focalise le débat de l'absentéisme sur la fraude, on n'aide pas à sortir des postures. Et en fait, l'absentéisme mérite qu'on aille au-delà des postures parce qu'il y a un vrai sujet. Voilà, donc je pense que c'est intéressant maintenant qu'on regarde ce sujet d'absentéisme un peu plus dans le détail et comme tu l'as dit, en s'appuyant sur de la donnée, et parfois la donnée est un petit peu trompeuse, il faut vraiment aller dans l'analyse assez approfondie, c'est ce que nous on peut faire de par le spectre que nous couvrons, puisque c'est 3 millions de salariés du secteur privé. Les premiers chiffres que nous avions, c'était en fait sur 2019, donc là on a un recul de 6 ans, ce qui nous permet petit à petit de creuser des analyses avec différents axes. Excuse-moi Yves, je me permets parce qu'a priori il y a des gens, je me permets de faire une petite digression sur le fait, un appel aux personnes aux personnes qui sont dans le chat. Est-ce que il n'y a pas a priori, vous voyez bien, vous nous voyez? Voilà, en gros, parce que, bon, voilà, a priori pour certaines personnes, oui, voilà, ok, vous nous rassurez. Bon, bah, désolé pour les personnes ouais, cool. C'est rassurant. Voilà, bah, désolé pour les personnes à qui ça bloque. Il faut, je ne sais pas, alors là, c'est de votre côté, a priori. Et donc, de voir du côté de votre bande passante, là, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Mais en tout cas, bon, bah voilà, merci de vos retours. Merci beaucoup. Yves, je te laisse, je t'ai coupé. Alors, ok, merci. On est bien dans le sujet de dépasser les postures. Et comme je le soulignais en intro, et tu l'as bien affirmé, il y a une nécessité de le faire et il y a vraiment matière à le faire. Maintenant, effectivement, grâce à toi, ça peut être l'occasion d'avoir une analyse un peu plus fine de ce qu'on va dire, ce qui a pu sortir médiatiquement. Et si on peut faire le focus sur un certain nombre de points, toi, tu soulignes un certain nombre de convergences qu'on voit à l'œuvre et qui sont symptomatiques de tendances de fond
et notamment la première des convergences que tu vois, c'est sur les tendances à l'œuvre entre femmes et hommes, entre cadres et non cadres. Et donc, je te laisse embrayer là-dessus. Oui, merci. En fait, il y a effectivement, depuis que nous menons cette étude, on constate une différence de taux d'absentéisme entre les hommes et les femmes, par exemple, où le taux d'absentéisme chez les femmes est supérieur à celui des hommes. Alors là, je ne peux pas vraiment parler de convergence. Ce qu'on a juste, nous, remarqué dans l'étude, c'est le fait qu'en 2025, le taux d'absentéisme des hommes, à 3,9%, est supérieur à celui que les femmes connaissaient en 2019. Il était de 3,8% pour les femmes en 2019. On peut dire que les hommes ont 6 ans de retard sur le sujet de l'absentéisme par rapport aux femmes. Mais on reste avec un écart qui continue d'être très fort. Après, on a un vrai phénomène de convergence entre les cadres et les non-cadres. On sait que les cadres, et on le constate, ont un taux d'absentéisme qui est plus faible que celui des non-cadres. Et là, je pense que tu peux passer ce premier graphe. On a en fait une dynamique qui est très forte dans l'évolution du taux d'absentéisme des cadres, et c'est ce qu'on montre sur ce schéma que vous retrouvez dans le Datascope. Et tu as donné le lien pour que vous puissiez accéder à l'étude qui est publique, qui est en accès direct. On voit très bien que sur l'augmentation du taux d'absentéisme des cadres, on est annuellement à plus 9% entre 2024 et 2023. Et à nouveau, en 2025, on fait un plus 8%. Donc, on a une dynamique très forte, qui est plus forte que celle qu'on constate sur les non-cadres. Et en fait, on remarque pour la première année, vous le verrez dans l'étude, que la durée moyenne des arrêts sur les cadres rattrape celle des non-cadres, et même quand on zoome sur les arrêts qui sont des arrêts maladie et donc qui ne sont pas des arrêts pour accident du travail et maladie professionnelle, la durée moyenne des arrêts chez les cadres, pour la première année, elle est supérieure à celle des non-cadres. On est à 19,7 jours contre 19,4 jours pour les non-cadres. C'est assez remarquable parce qu'en 2019, la durée moyenne pour les cadres était de 15,4 jours, quand elle était de 18,5 jours pour les non-cadres. Donc, on a des vraies dynamiques de convergence. Après, ce qui va distinguer les cadres et les non-cadres, ce sont des sujets de fréquence. La fréquence est 2 fois plus élevée chez les non-cadres que chez les cadres. Et sur la dynamique concernant les cadres, moi, je pense que tu peux passer le deuxième graphe qui concerne une répartition de l'évolution du taux d'absentéisme par tranche d'âge, par genre, par catégorie socio-professionnelle. Merci beaucoup. En fait, quand on regarde ce graphique-là, ce qui est super intéressant, c'est de noter que la dynamique chez les cadres, alors les cadres, ce sont les bâtons horizontaux bleu foncé pour les femmes, bleu lavande pour les hommes, et les non-cadres, ce sont les bâtons horizontaux qui sont vert foncé pour les femmes et vert clair pour les hommes. On remarque tout de suite qu'effectivement, on voit une dynamique d'évolution beaucoup plus forte chez les cadres que chez les non-cadres, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais qu'elle est surtout portée par les hommes, et en particulier par les hommes de 30 à 45 ans. Quand vous regardez ces 3 tranches d'âge, en moyenne, la hausse du taux d'absentéisme sur un an est de plus 16%. Sur l'ensemble de la population, la hausse du taux d'absentéisme était de plus 5%, donc c'est beaucoup plus dynamique. Et même quand on regarde la tranche de 30 à 35 ans chez les hommes cadres, on est à plus 18%. C'est intéressant de regarder en fait ce que nous apprend la donnée sur cette évolution. Cette évolution, elle est liée à une hausse de la durée moyenne, toujours pour cette tranche, je parle bien de la tranche des hommes cadres de 30 à 45 ans. La hausse de la durée moyenne est de 9% et la hausse de leur fréquence est de 5%. Quand on regarde sur l'ensemble du portefeuille pour comparer, la hausse de la fréquence est de plus 4%. Donc, il y a un sujet fréquence, mais qui n'est pas très atypique par rapport à l'ensemble du portefeuille. Mais la hausse de la durée moyenne, en fait, sur l'ensemble du portefeuille est de plus 1%. Donc, on a un vrai sujet de durée moyenne. Et cette hausse de la durée moyenne, en creusant encore plus, elle est liée à l'augmentation de la fréquence des arrêts très longs, les arrêts de plus de 6 mois, qui, sur cette tranche, encore une fois, les hommes cadres de 30 à 45 ans, en un an, la hausse de la fréquence des arrêts très longs est de plus 38%. Et donc,
Je pense que c'est intéressant à ce stade de l'exposé qu'on s'intéresse en fait à ce sujet arrêt long, arrêt court, et de voir la contribution de ces différents types d'arrêts dans le taux global d'absentéisme. Encore une fois, pour bien sortir des idées reçues. Et donc là, ce graphe-là, en fait, il est, moi, je trouve assez éclairant, puisqu'on décompose le taux d'absentéisme en fonction de la gravité des arrêts. En gros, alors je ne sais pas si on peut le voir un peu plus zoomé. Alors le problème, ouais, excuse-moi Yves, mais je crois que là, je vais essayer de le commenter. Je vais quand ouais, même non, essayer mais de le je te commenter. donne simplement de précision pour nos auditrices et auditeurs dans la salle, etc. Vous pouvez le télécharger. Il y a un petit nuage, vous pouvez télécharger le graphe, et le graphe que vous retrouvez par ailleurs, bien sûr, dans le Datascope, où vous affiche le téléchargement. Mais effectivement, on va dire que c'est pas super visible. Il faut être bionique là. Ok, donc alors, à chaque fois, je peux vous dire où on le retrouve en fait, dans le Datascope, c'est en page 7. Ce qu'on a essayé de montrer dans ce graphe, c'est comment le taux d'absentéisme s'expliquait en fonction de la durée des arrêts. Par exemple, sur la colonne de droite, vous avez le taux global 2025 qui est de 4,8%, et vous avez différentes strates de couleurs. Ce que vous voyez en bas en couleur, on va dire grenat, c'est le taux d'absentéisme, la part du taux d'absentéisme qui est liée aux arrêts de plus de 6 mois. Cette part est de 2,1%. Donc, en gros, sur les 4,8%, 2,1% sont représentés par des arrêts de plus de 6 mois. En orange, vous avez la part des arrêts de plus de 2 mois, 1,2%. En vert pâle, vous avez les arrêts de 4 jours à 1 mois, 0,9%. En rose, les arrêts de 1 à 2 mois, 0,5%. Et on va dire en turquoise, les arrêts de 1 à 3 jours. Ce qui est quand même assez frappant, c'est de constater que ce qui augmente et ce qui crée la hausse du taux d'absentéisme, c'est en fait la part croissante des arrêts longs, donc les arrêts de plus de 2 mois, et en particulier les arrêts de plus de 6 mois. Parce que les arrêts de plus de 6 mois, quand vous regardez la partie grenat, elle est passée de 1,6% en 2022 à 2,1%. Autrement dit, le taux d'absentéisme des arrêts de plus de 6 mois a cru de 1,6% à 2,1%, et c'est une hausse continue. Vous avez eu un phénomène un petit peu conjoncturel sur l'année 2022 qui était lié au fait qu'en 2022, nous avions des vagues épidémiques Omicron qui étaient très fortes, et ce qui a beaucoup marqué l'année 2022 avec un taux de 4,5%, c'était les arrêts de 4 à 7 jours qui se retrouvent dans la partie vert pâle. Mais quand vous regardez la partie orange, elle est en hausse constante depuis toute cette période. Et en fait, donc, le vrai sujet de la hausse du taux d'absentéisme, dans la réalité, c'est quand même la hausse du taux d'absentéisme liée aux arrêts de longue durée, donc de plus de 2 mois. Voilà. Vous regarderez aussi dans le Datascope, à contrario, on a remarqué un effet fréquence sur les arrêts très courts. On parle beaucoup des arrêts très courts parce que ce sont de loin les plus nombreux, et ce sont ceux qu'on voit le plus dans la vie quotidienne, bien entendu. Les arrêts très longs, Dieu merci, sont les moins fréquents. Mais encore une fois, la gravité l'emporte de très loin sur l'aspect fréquence dans la hausse du taux d'absentéisme. Et vous verrez en page 11 du Datascope qu'on a remarqué un effet fréquence sur les arrêts très courts, notamment sur les populations des salariés les plus jeunes. Pour les moins de 30 ans, on a un effet fréquence très dynamique sur les arrêts très courts de plus 10%. Voilà, donc c'est un peu, je donne plusieurs messages. Retenez quand même que, en fait, le vrai sujet de la hausse du taux d'absentéisme, c'est la hausse du taux d'absentéisme lié aux arrêts très longs. Voilà. Merci de cette analyse fine, Yves. Donc, j'espère là, c'était un peu plus visible. En fait, c'était mieux que je fasse un partage d'écran. Je pense. Ouais, clair. Donc, excusez-moi pour les miniatures de tout à l'heure. Voilà.
avant de te laisser continuer, Yves, je me permets de vous dire que nous vous proposons un petit sondage à double face, donc dans la partie sondage. Et donc la question étant, votre direction propose-t-elle de maintenir le lien avec les salariés en arrêt long, oui, non, et bien sûr, ou votre CSE, votre syndicat s'organise-t-il pour maintenir le lien avec les salariés en arrêt long, oui, non? N'hésitez pas à répondre, ça nous permettra d'ambiancer, de rebondir un peu sur ces deux items et de voir un peu en quoi ça, voilà, ça nous permettra d'un peu de voir, de prendre un peu la température sur les politiques à l'œuvre. Donc je ferme cette table. Et donc voilà. Tac, excusez-moi, je fais le ménage. Yves, il y a un point sur le sujet, c'est il y a le Datascope révèle, et c'est une tendance qui se confirme, que les RPS, les facteurs psychologiques liés aux arrêts, dépassent maintenant les TMS depuis maintenant 2 ans ou au moins. En fait, depuis 2021. 2021, merci. 2021, donc les RPS dépassent dans les causalités les TMS, sont la première cause. Et donc, à partir de là, c'est peut-être l'occasion d'expliquer comment AXA arrive à qualifier cette information liée au RPS. Et là, si tu peux nous parler du CMD, qu'est-ce que ça recouvre et quelle est votre approche et à quelle méthodologie vous m'êtes déployé pour pouvoir intégrer ces informations? Oui, bien sûr. Donc, pour relier tout ça, vous avez bien vu, et donc j'ai un peu insisté là-dessus, que le sujet, c'est un sujet d'arrêt long. Alors, justement, les arrêts longs sont ceux sur lesquels nous intervenons, nous, en indemnisation de l'arrêt de travail en complément de la sécurité sociale, puisque, en gros, la franchise moyenne sur notre portefeuille, elle est de 60 jours. La franchise, c'est la durée à partir de laquelle nous intervenons en arrêt de travail. Et donc, je vous ai parlé du fait que la hausse du taux d'absentéisme était justement portée par ces arrêts de plus de 2 mois. Et en fait, sur ces arrêts de plus de 2 mois sur lesquels nous intervenons, nous récoltons ce que tu as appelé un CMD. Un CMD, c'est un certificat médical détaillé, qui est une pièce nécessaire pour poursuivre l'indemnisation du salarié. Donc, on va le montrer, je vous expliquer comment ça se passe. En fait, le CMD va nous servir à faire plusieurs choses, à diligenter des expertises, et j'en ai parlé tout à l'heure, parce qu'il y a un sujet même très minoritaire d'abus. Et donc, ça, c'est effectivement important de pouvoir surveiller ce phénomène et effectivement, dans un souci d'équité, de faire en sorte que les prestations dues soient pleinement justifiées. Le deuxième sujet, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure avec Prévia, c'est l'accompagnement sur la base du volontariat vers le retour à l'emploi pour aider le salarié, encore une fois, volontaire, à rentrer dans un dispositif qui lui permet de revenir dans son emploi, soit dans son entreprise, soit dans une autre entreprise. Donc ça, c'est vraiment un service qui est extrêmement intéressant pour le salarié en arrêt de travail. Et la troisième source d'information qui nous intéresse, nous, dans cette étude, c'est de pouvoir récupérer sous forme anonymisée les pathologies qui sont à l'origine des arrêts de travail, encore une fois, de longue durée. Alors, tu as montré à l'écran, et je pense que tu vas le repartager, le certificat médical détaillé, donc CMD. C'est un outil que nous avons digitalisé il y a maintenant quelques années, donc depuis 2022 ou 2023. C'est un outil auquel a accès le salarié, qu'il remplit lui-même, et donc là, il y a des informations sur son identité, l'entreprise, etc., etc. Je pense que, alors je ne sais pas si tu as d'autres visuels à montrer, mais en tout état de cause, le salarié va lui-même renseigner sa pathologie et va la justifier en glissant des pièces justificatives dans la plateforme numérique sécurisée à laquelle il a accès. Et donc, en fait, ces informations vont être analysées par les médecins conseils d'AXA qui vont effectivement
diligenter ou pas une expertise. Je vous ai donné les statistiques tout à l'heure. Et donc, ça va nous permettre d'accompagner le salarié dans le retour à l'emploi aussi avec Prévia et nous, de tirer des informations sur les pathologies. Et donc maintenant, si tu montres ce qu'on en tire, alors des certificats médicaux détaillés, on en a à peu près 30 000 par an. Donc c'est une base statistique qui est solide. Et là encore c'est de la donnée. Ce n'est pas, on n'est pas allé interroger par sondage les salariés pour leur demander quelles étaient les pathologies qui les affectaient. On n'est que sur les arrêts longs. Et donc, encore une fois, sur les arrêts longs, parfois dans la presse, on a pu avoir des commentaires qui n'étaient pas tout à fait exacts. Je ne parle pas d'arrêt court, je ne parle pas d'arrêt pour grippe, etc., etc. Je parle vraiment d'arrêt que nous indemnisons au-delà d'une franchise de 60 jours. Ce que vous voyez ici, c'est ce que vous allez trouver dans le Datascope dans les pages, on va dire, à partir de la page 20, puisqu'on a toute une étude autour des pathologies à l'origine des arrêts longs. Et là, vous voyez l'évolution depuis 2022. Alors, je vous ai dit qu'en 2021, les troubles psy, qu'on appelle aussi troubles psychosociaux, moi je préfère dire troubles psychologiques, les troubles psy avaient occupé la première place. On avait vu cette montée en puissance en 2020, donc année du Covid. 2021, les troubles psy occupent la première place. Donc, c'est ceux qui sont en bleu lavande sur la gauche du graphe. Attends, je vais les mettre plus proprement. Attends, excuse-moi, je vais mettre ça plus proprement. Oui, je pense que ce sera plus lisible pour les gens qui participent au chat. Voilà. Et donc, ces troubles psy, en fait, leur part continue de grandir, puisque, en fait, en 2022, on était à 34%, donc devant les troubles musculo-squelettiques à 32%, et maintenant, on est à 38%, avec même une accélération de la hausse, puisque la hausse était de 1 point entre 2023 et 2024, et maintenant, elle est de 3 points entre 2024 et 2025. Et quand on regarde un peu plus dans le détail, on s'aperçoit que la hausse est portée par les populations les plus jeunes. Alors, les populations les plus jeunes sont celles pour lesquelles, effectivement, la part des troubles psy est la plus importante, et c'est un peu normal puisque, en fait, la part des TMS est croissante en fonction de l'âge. Donc, quand on est jeune, on a moins de troubles musculo-squelettiques. Mais en fait, sur les moins de 30 ans, la part des troubles psy en un an a grimpé de 5 points. Elle est passée de 46% à 51%. Pour les 30-35 ans, la hausse a été de 3 points, de 44 à 47. Et donc, vous voyez que cette hausse globale de la part des troubles psy est vraiment portée par les salariés les plus jeunes. Dit autrement, quand on regarde l'âge à la survenance du trouble psychologique, cet âge est en constant rajeunissement depuis 2019. Maintenant, il est vraiment pratiquement exactement de 40 ans. En 2024, cet âge était de 41,2 ans et en 2019, il était de 43,3 ans. Donc, on a un vrai phénomène sur les troubles psy et un vrai phénomène de rajeunissement. Et encore une fois, c'est une information qui est assise sur de la data et donc je pense qu'elle est quand même assez solide. Et quand on voit l'évolution des datas, ce sont des évolutions qui sont, somme toute, assez stables dans le temps. Donc, on voit vraiment le phénomène qui avance de façon assez inexorable. Voilà. Merci beaucoup, Yves. Alors, Jean-Baptiste s'est déconnecté, il va revenir parmi nous. Merci beaucoup, Yves. Je vous permets, avant de passer la parole à France et à Jérémy, vous faire un petit topo sur le sondage que nous avons ouvert. Et donc, votre direction est-elle de maintenir le lien avec les salariés en arrêt long? Pour l'instant, c'est non à 67%. Votre CSE ou votre syndicat s'organise-t-il pour maintenir le lien? La même question du côté CSE ou syndicat. Et c'est non à 65%. Donc, même combat sur les freins mais la difficulté qu'il y a à franchir le pas de dire on propose de maintenir le lien. Alors, avec nous, voilà, la capacité à maintenir le lien, on transpire de vos réponses. Pour l'instant, n'hésitez pas à confirmer ou peut-être inverser la tendance. Mais en tout cas, c'est intéressant à suivre et ça sera, France, je crois que tu auras l'occasion d'en parler et Jean-Baptiste également, parce que c'est bien le sujet de
d'éviter la désinsertion professionnelle, parce que je fais simplement un petit aparté par rapport, il y a vraiment un risque majeur de désinsertion professionnelle à avoir des arrêts longs qui perdurent, et Jean-Baptiste en parlera bien mieux que moi. Merci Yves. Parole. Et donc, comme je le disais en introduction, l'intérêt de cette rencontre ce matin, au-delà des interventions de Sophie et de Yves, c'est d'avoir concrètement, à partir de tout ce qu'on a dit, c'est donc des éléments macro, nationaux, sur une base solide, mais globale, générique, et dans une entreprise comme Vulcain, dans un groupe comme Vulcain, qui fait principalement du conseil, une grosse société, on va commencer avec toi, France. Donc, France de nouveau, tu es DRH du groupe. Hein. Donc, le groupe, c'est 4800 salariés. Tu me coupes si c'est pas ça ou c'est imprécis. Mais rebondir, et pour faire la transition avec Yves, c'est que donc Yves a parlé d'indicateurs, de différents indicateurs. Vous, dans une entreprise comme Vulcain, quels sont les indicateurs de pilotage qui font sens pour vous en tant que direction des ressources humaines, et indicateurs que vous partagez avec les élus, mais également, bien sûr, avec, et ça c'est important, avec l'ensemble des salariés. Il n'y a pas que à toi, France. Oui, bonjour à tous. Donc France des Nouveaux, effectivement, en résonance avec ce qui a été présenté jusqu'à présent, on suit un certain nombre d'indicateurs, pas parce qu'on a la volonté de les suivre, mais parce que ça nous permet aussi de mesurer l'évolution, et Dieu sait que c'est important par rapport à ce qu'on a pu voir, mais aussi essayer de comprendre en fait les causes de ces arrêts de travail, et surtout quelles pouvaient être les mesures en fait qu'on peut mettre en place, soit de façon préventive, soit de façon curative. Alors oui, on suit un certain nombre d'indicateurs, l'absentéisme qui est généralement calculé au sein des entreprises, mais on suit surtout et beaucoup l'accidentologie, accident de travail, accident de trajet, avec le suivi mensuellement du taux de fréquence et du taux de gravité. Mais parallèlement à ça, et ce sont peut-être des indicateurs qui sont propres à nos structures, parce qu'on a effectivement un certain nombre de cadres où on a vu que ces populations étaient particulièrement exposées à des risques psychosociaux. On suit en fait un baromètre de satisfaction interne avec nos collaborateurs qui sont invités mensuellement à dire leur niveau de satisfaction, à la fois sur le degré de leur mission, mais aussi sur leur lien avec leur manager. Donc, ce sont des questions qu'on adresse à nos collaborateurs tous les mois de façon personnalisée. Et parallèlement à ça, on participe avec un éditeur extérieur à une enquête de bien-être au travail. Je ne vais pas donner le nom de l'éditeur, mais en tout cas, sachez que c'est en complément de façon à ce qu'on ait une vision plus macro et anonyme de la situation. Et pour nous, c'est important de partager ça à nos collaborateurs. En début d'année, en fait, on anime une causerie avec le service hygiène et sécurité de l'entreprise. On partage à nos collaborateurs notre politique en termes de santé et quels sont les indicateurs qu'on suit. Et dans les faits, trimestriellement, en fait, on leur publie les résultats en fait de ces indicateurs, à la fois sur l'accidentologie, mais aussi sur le baromètre de bien-être au travail. Et pour nous, c'est important de les impliquer dans cette démarche et que ce soit une dimension collective, mais non pas réservée à la RH, au service, au CSE, au syndicat, mais que ce soit vraiment des sujets d'enjeux collectifs. Ouais, comme le disait Sophie en l'introduction, le côté partagé et sur des bases objectives, l'indicateur. Et France, donc, vous avez fait, si je ne me trompe pas, vous avez fait de la priorité, la santé mentale comme une priorité en termes de prévention, en partant du principe que vous avez un effectif cible de consultants qui sont placés chez les clients. Jérémy en parlera mieux que moi. Et des consultants qui sont exposés à des risques particuliers. Hein, ils sont isolés. Il y a un lien particulier, une exposition particulière. Et en quoi c'est un sujet pour vous essentiel, avec une attention particulière, notamment par exemple sur les périodes d'intercontrat, où des consultants se retrouvent avec une période d'entre-deux et qui n'est pas forcément facile à gérer tant pour le consultant que pour son manager. Voilà, également des problèmes d'incivilité avec des clients.
parce que, Jérémy en parlera aussi mieux que moi, mais en tant que salarié consultant placé chez le client, j'ai des droits, mais ils ne sont pas forcément faciles à éprouver par ceux. Enfin voilà. Et donc, comment cette problématique de la santé mentale, comment vous l'appréhendez? Oui, alors on a eu la chance, grâce à notre assureur, d'avoir été sensibilisés sur la santé durable. Et je pense que c'est important d'introduire cette notion. C'est un docteur en fait en physiologie et un docteur en sport, pardon, qui s'appelle Monsieur Fabre, qui a sensibilisé l'ensemble de nos collaborateurs avec un webinaire sur la santé durable. C'est quoi la santé durable? C'est le fait de passer d'un modèle où on était focalisé en fait sur la maladie, les symptômes et le traitement de ces symptômes, à un modèle où on est focalisé sur l'esprit et le corps. Et donc, on ne vient pas seulement traiter, soigner en fait les symptômes, mais aussi chercher à soigner en fait les causes et avoir une imbrication en fait entre les émotions, les sentiments, l'esprit critique et de voir le tout. Et donc, grâce à cette sensibilisation, on a essayé de travailler davantage sur la prévention. Donc ça, c'est un investissement financier de l'entreprise parce que la prévention, ça ne va pas se mesurer sur un taux d'absentéisme à court terme, mais plutôt à moyen terme. Donc, dans quelle mesure la prévention pouvait nous aider collectivement à se sentir mieux? Et c'est dans ce sens qu'on a adressé des formations ou des sensibilisations différentes. Alors, bien évidemment, le management, le CSE, l'ARH et le service QHSE sur la prévention des risques psychosociaux, mais de façon plus large, on adresse à l'ensemble de nos collaborateurs une dizaine en fait de sensibilisations par an autour de la santé durable. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire qu'on s'associe à des cabinets externes, on s'associe à la médecine du travail, on s'associe à des préventeurs, on s'associe à des psychologues pour adresser ces sujets parce qu'on n'a pas la science forcément dans notre entreprise. Et ça se concrétise donc par une dizaine de sensibilisations. Je vous donne quelques exemples. Et ça, c'est un sujet vraiment que nous a remonté le CSE et les syndicats. Donc, on a entendu et on adresse ce sujet-là depuis 2 ans. C'est notamment la gestion des incivilités. Quand on est exposé dans des environnements clients avec de fortes attentes de la part de nos clients, comment on répond parfois à des incivilités qui sont montantes? Alors, ça peut être chez le client, mais de façon générale, vous êtes dans le métro, vous êtes à la boulangerie ou autre, on voit qu'il y a un certain nombre d'incivilités qui montent. Comment on répond à ça? Comment on se protège? Comment on adresse calmement ce sujet? Comment on gère ses émotions avec le respect qui est nécessaire? Donc ça, c'est un exemple. Les incivilités, les risques psychosociaux, le sommeil aussi, parce qu'on sait que le sommeil est clé aussi pour réguler ses émotions, pour arriver en fait à être dans un rythme qui soit confortable toute la journée. Donc ça, c'est des formations et des sensibilisations qu'on adresse à l'ensemble de nos collaborateurs avec le pari finalement qu'à court terme, ça puisse avoir un effet bénéfique pour nos collaborateurs. Entendu. Par ailleurs, vous avez mis en place, et je crois que c'est dans le cadre d'un accord QVCT que vous avez signé en 2020, enfin, qui court 2024 et qui arrive à échéance en fin 2026. Dans ce cadre-là, vous avez mis en place un pôle santé qui s'articule avec un comité santé au travail. Si tu peux nous expliquer comment ça s'articule aussi, enfin ces deux organes qui ont été créés, quelle est leur fonction et comment ça s'articule avec le CSE. Tout à fait. Alors, dans notre entreprise, on a tout particulièrement une commission CSCT que connaissent généralement en fait les syndicats, le CSE et les RH. Mais au-delà de ce comité CSCT, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on se concerte parce que la santé, c'est pas un sujet du CSE uniquement ou de la RH, mais c'est un sujet qui doit être porté par les managers avec des initiatives aussi par les collaborateurs, voire aussi par le service qualité QHSE. Donc, on a monté en fait un comité santé avec plusieurs représentants, la RH, QHSE, managers, dont l'objectif en fait est d'analyser en fait
les causes potentielles des arrêts de travail, de travailler sur des mesures correctives qui puissent permettre justement de lancer des plans d'action et de voir les effets à court terme. Et au-delà de ce comité santé, et ça c'est une nouvelle initiative depuis 9 mois, on a créé en fait un pôle santé avec là un nombre très restreint de personnes, 2 personnes côté RH, 2 personnes côté QHSE, dont l'objectif est vraiment de prendre en charge des situations d'urgence. Vous avez un collaborateur typiquement qui est en train de faire un AVC, vous devez être dans l'hyper-réactivité de la situation. Vous avez un collaborateur qui est en situation de stress, qui n'arrive pas à gérer ses émotions et qui peut s'emporter parce qu'il n'est pas arrivé à gérer un différend, un conflit. Et donc ça, ce sont 4 personnes qui font partie du pôle santé, qui sont formées justement à la gestion de la survenance en fait, de situations assez compliquées à gérer et qui peuvent effectivement s'appuyer sur un comité de santé. Et pour qu'on comprenne bien en fait l'ordonnancement de tout ça, en fait, le comité santé va ensuite donc travailler sur des propositions d'amélioration continue et va les partager dans la semaine qui suit au comité CSSCT de façon à avoir aussi un regard de la part de nos élus. Est-ce qu'on est sur les bonnes réponses par rapport à ces situations? Qu'est-ce que vous auriez recommandé de différents ou de complémentaires? Et ça fait ensuite l'objet d'une communication aux collaborateurs. Donc, on est sur un entonnoir où on part finalement de situations de survenance qui sont apparues. Comment, de façon plus large, on peut analyser de façon macro ces causes et des mesures qui peuvent y répondre. Et ensuite, on partage ça au CSSCT pour confronter, finalement, challenger nos propositions. Entendu. Alors, un point important que je me permets d'injecter, c'est de préciser, c'est que le comité santé au travail, il se tient, si je ne dis pas de bêtises, en amont de chaque C2SCT et que le compte-rendu qui est produit dans le cadre de ce comité est adressé aux membres à la C2SCT. Donc, on est vraiment dans... ça fluidifie, puis ça peut que enrichir le dialogue, les échanges au moment de la C2SCT, non? Oui, tout à fait. En fait, au départ, on ne l'avait pas forcément ordonnancé comme ça, mais on est aussi dans une démarche d'amélioration continue et de progression. Et donc maintenant, on l'a ordonnancé comme ça. Ce qui veut dire qu'en fait, le prochain comité santé se tiendra finalement début juillet. Et puis, la commission CSSCT avec les partenaires sociaux se déroulera mi-juillet. Ce qui nous permet finalement à un rythme trimestriel de s'ajuster par rapport aux réponses qu'on peut avoir sur ces sujets-là. Et on le traite de façon très transparente, en fait. C'est-à-dire qu'on discute de ces sujets, on peut avoir parfois des opinions différentes, mais c'est aussi ces opinions différentes qui nous permettent de nous enrichir sur des mesures ou de les aborder différemment. Typiquement, on abordait avec Jérémy aussi le sujet de pouvoir, quand on estime que c'est nécessaire, et attention, je parle d'une minorité de collaborateurs, mais quand on estime que c'est nécessaire, de pouvoir diligenter en fait des contrôles de visite médicale. Ce n'était pas une démarche qu'on avait jusqu'à présent. On l'a fait de façon très transparente avec le CSE pour expliquer quelles étaient en fait les raisons qui nous poussaient à ça. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que les collaborateurs, et encore une fois, c'est une très minorité de collaborateurs, mais parfois des collaborateurs pouvaient utiliser le levier de l'arrêt de travail pour gérer des situations personnelles qui ne devraient pas s'y prêter. J'ai vu dans le chat tout à l'heure les danses. Oui, certains collaborateurs utilisent l'arrêt de travail pour ça, mais parfois parce qu'ils ignorent qu'il existe des dispositifs dans l'entreprise qui permettent justement de traiter ça. Donc, ça nous permet aussi de réadresser les bons dispositifs aux collaborateurs. On a des dispositifs d'aidance au travail. On a aussi des dispositifs handicap et on a signé un accord agréé sur le handicap avec les partenaires sociaux qui permettent d'avoir du temps, qui permettent aussi d'avoir des aides financières liées à ça.
On a aussi le sujet du congé paternité. On pouvait avoir jusqu'à présent des papas qui voulaient être présents auprès de leurs jeunes nouveau-nés et l'arrêt de travail, finalement, était le seul levier pour être, en tout cas dans ce qu'ils estimaient, le seul levier qu'ils permettait. Là, on a le congé supplémentaire de naissance et donc on communique activement, que ce soit le CSO ou la RH, sur ces sujets parce que j'ai oublié de le dire, mais Jérémy le dira, au-delà de la newsletter RH, il y a une newsletter aussi du CSE qui est faite chaque mois où on démultiplie finalement nos supports de communication pour être sûr qu'ils soient entendus, compris par nos salariés. Donc tout ça pour vous dire que parfois, les contrôles des arrêts de travail nous permettent de mieux comprendre finalement quelles sont les raisons qui ont poussé à ça et surtout de mieux mettre en avant les dispositifs qui devraient être à juste titre utilisés, mais qui ne sont pas forcément connus, qui ne sont pas forcément suffisamment communiqués par la RH et à nous travailler sur ces réponses. Ok, parfait. Alors après, est-ce que tu peux quelle est la situation? On parle d'absentéisme et on l'a bien vu avec les différents indicateurs au-delà du taux brut. La situation dans le groupe, tu la considères comme satisfaisante est-ce que tu peux nous partager le taux d'absentéisme au moment où on se parle, les indicateurs clés et en quoi ça fait sens pour vous et voilà. Alors, de façon très transparente, le taux d'absentéisme chez Vulcain Service, c'est environ 2,5% de notre population. Je ne peux pas dire que ce taux soit satisfaisant et de toute façon, je ne pourrai jamais le dire. Pourquoi? Parce que d'avoir des collaborateurs en situation de maladie, on ne peut pas s'en satisfaire en fait. Personne ne peut s'en satisfaire. Mais pour autant, atteindre un taux de 0%, on sait très bien que c'est inatteignable. Donc, je ne peux pas m'en satisfaire à titre individuel. Je ne peux pas m'en satisfaire non plus à titre collectif parce qu'on sait très bien qu'un arrêt de travail non prévu, comme c'est la majorité des cas, mais ça désorganise en fait l'entreprise et ça fait peser sur le collectif le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, on ne peut pas s'en satisfaire. Pour autant, c'est un taux qui reste acceptable par rapport au marché, qui reste acceptable par rapport à d'autres secteurs d'activité. Mais on souhaite vraiment travailler sur la prévention. Je vous ai parlé de sensibilisation. Je vous ai parlé aussi de l'enquête qu'on mène à l'extérieur où on montre qu'effectivement, on a une bonne qualité de vie au travail. Et peut-être aussi vous partager un autre élément, c'est que au-delà de la sollicitation que peuvent avoir nos collaborateurs vis-à-vis de la RH ou du CSE qui est très accessible pour nos collaborateurs et avec une forte réactivité de leur part. Et je leur remercie parce qu'un certain nombre de situations conflictuels, différents, de mots nous sont aussi remontés par le CSE et on travaille main dans la main avec le CSE pour trouver des solutions. Parfois, on n'a pas la même lecture de la situation, mais avec le temps, finalement, on arrive à trouver les bonnes réponses à ces situations. Et donc, je voulais vous dire aussi que depuis maintenant 2 ans, nos collaborateurs sont invités via un système de reporting de suivi de pouvoir nous dire « j'ai envie d'être contacté par la RH, j'ai envie d'être contacté par notre manager ». Pourquoi c'est important? Parce que la RH, en fait, n'est pas dans les environnements de nos collaborateurs et n'est pas en capacité de les voir tous les jours. Mais en tout cas, on leur donne la possibilité de dire « j'ai une alerte, je veux être contacté par la RH ». Et pour moi, ça, c'est important parce que ce sont des signaux faibles qu'il faut qu'on traite avec la plus grande diligence parce que ça peut être des sujets anodins, mais des sujets anodins qui ne sont pas traités dans les temps peuvent avoir une ampleur bien plus importante et se traduire à terme par des accidents accidents ou arrêts de trajet ou travail. Donc, c'est pour ça qu'on travaille justement à démultiplier ces signaux faibles pour essayer de juguler au mieux notre absentéisme.
Parfait, merci beaucoup. Je me permets de faire une petite auto-promo pour Miroir Social, parce que Miroir Social, on organise régulièrement des directs, et c'est vraiment dans le cadre d'une démarche éditoriale, mais on est avant tout une agence de presse, et donc qui produit de l'information et sur abonnement. Et je vous partage, tu parlais de signaux faibles, les consultations spontanées à la médecine du travail, c'est un signal à suivre, notamment dans le bilan, et a fortiori, quand les personnes vont consulter 2 fois spontanément dans l'année, c'est le cas chez Total Energy au niveau de la holding, et ça, c'est un signal qui se transpire, par exemple, dans le bilan de la médecine du travail et qui doit être pris en compte, parce qu'une personne qui consulte 2 fois spontanément la médecine du travail, il y a quelque chose qu'il faut appréhender. Merci beaucoup pour ton partage, France. Et donc, parole à toi, Jérémy. Donc, Jérémy, tu es donc consultant et également donc représentant CFE-CGC. Et je me permets tout de suite de dire que toi, d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en faire un papier, c'est intéressant. Tu préfères vraiment, tu es à 100% dans ta mission Oui, je ne suis pas détaché. Et ton temps de délégation, tu le passes beaucoup à accompagner des élus qui sont peut-être en difficulté, etc., mais accompagner dans le sens opérationnel du terme, fort de ton expérience de consulting, pour éviter, notamment pour des juniors peut-être, qui se cassent les dents en découvrant le métier et les particularités de ce métier, et leur donner les bonnes approches, les erreurs peut-être à ne pas faire, et fort de ton expérience et le temps que tu passes là-dessus. Et voilà, je te laisse. Et avant de ça, parce que si on veut tenir le conducteur que je vous propose, avant de parler de ça, excusez-moi la digression, mais j'ai été un peu rapide, mais globalement, les indicateurs pour vous en tant que CSE, vous les jugez également satisfaisants, et la réponse risque d'être convergente avec celle de France, mais voilà, en tant que CSE, quel est votre regard sur les indicateurs qu'on vous partage, en gros? Bonjour à toutes et à tous. Pour répondre plutôt directement, c'est encourageant. C'est bien, il y a de l'amélioration au niveau on est très sensible de l'entreprise pour la santé mentale. Hier, le CSE, par exemple, était en formation sur la santé mentale pendant 2 jours. On communique sur la santé mentale. On a un très bon dialogue social avec la direction pour maintenir cet aspect humain, parce qu'une entreprise, il n'y a pas que de l'humain, il y a aussi une réalité financière derrière. Et les indicateurs sont encourageants. On peut toujours faire mieux. Il y a des leviers d'amélioration qui, pour moi, sont sur le terrain, qui ne sont plus à distance. Et je pense qu'on va travailler là-dessus pour savoir comment aider sur le terrain. Et je pense que c'est clairement la clé pour diminuer les signaux de santé mentale, des problèmes qu'il peut y avoir sur les terrains. Les arrêts de travail sont souvent par rapport aux incivilités clients. Mais il y a de tout. Je ne veux pas stigmatiser, je ne veux pas parler d'une population, parce qu'il n'y a pas que les consultants aussi, il y a les managers qui subissent aussi des pressions par rapport à des clients. Donc, c'est un milieu qui est très compliqué. Mais par rapport à la complexité du métier, on peut se satisfaire quand même des chiffres qu'on a actuellement, même s'il faut tendre un maximum vers 0. Dans tes heures de délégation, donc tu es à 100% sur tes missions, parce que pour toi, c'est difficile de concilier des heures de délègue dans le cadre de ta mission quand tu es chez le client. C'est quoi tes heures de délègue? Elles servent à quoi par rapport au sujet dont on parle? Alors, mes heures de délégation, je ne peux pas les faire chez le client puisque je travaille pour un client 100% de mon temps. Donc, je les fais après mon temps de travail. Et d'ailleurs, je remercie la direction parce que pas toutes les directions acceptent que ce soit le cas. Moi, je dis toujours que l'écoute, c'est le premier point quand il y a un souci qui revient au CSE. On ne peut rien faire sans une écoute active des problèmes des salariés. Et souvent, quand il y a un souci qui nous remonte, une bonne écoute est une solution. Ensuite, une fois que ça peut aller un peu plus loin, pour X ou Y raison, là, on peut commencer à se poser un peu plus de questions. Mais l'écoute active, c'est vraiment très, très important et je passe beaucoup d'heures à écouter certains salariés qui ont des sujets, mais ce n'est pas forcément des sujets graves, mais c'est des questionnements. Un jeune qui arrive dans ce métier, il ne connaît pas le travail chez un employeur, il ne connaît pas le travail chez un client, donc du coup, il subit un petit peu les deux. Je dis le mot subir en même temps parce que des fois, ça peut paraître violent. Et du coup, l'écoute et l'expérience que je peux lui apporter, ça fait 7 ans que je suis chez Vulcain,
J'ai appris énormément de choses en ces temps. Hein. Je n'étais pas le même il y a 4 ans. Je mentirais si je dirais l'inverse. Cette écoute, ces conseils permettront de grandir plus vite. Et ça va éviter aussi des sujets sur la santé du salarié. Ce qui est quand même, humainement parlant, la priorité de tous, s'entraider. Et dans le conseil, il y a quand même des fortes exigences, que vous l'avez souligné, il y a une pression multidimensionnelle. Comment on fait, France, tu as parlé de santé durable, comment, vu d'un CSE en tant qu'élu, on conjugue, on est capable de conjuguer santé et performance Bon, comme je le répète, le premier point de la prévention, c'est l'écoute. Après, la performance, je pense que c'est aussi lié à un accompagnement qui va être plus axé sur le terrain et pas juste des communications. Et je pense aussi que la performance s'acquiert avec l'expérience. Le client, concrètement, paye un taux journalier pour avoir un consultant à sa disposition autour d'un cadre bien précis, mentionné dans un ordre de mission, ce qu'on a mis d'ailleurs en avant dans l'accord d'entreprise sur le QVCT, pour pas qu'il y ait de stress en amont de commencer la mission, parce que c'est aussi un facteur de stress de ne pas savoir ce qu'on va faire, et ça pousse aussi les clients à vous dire de faire un peu tout et n'importe quoi. Et voilà, on est très très vigilant là-dessus. Très vigilant. Et ça, merci de rappeler l'ordre de mission, parce que moi j'ai connaissance pour avoir des échanges avec des élus également dans le monde du conseil, des boîtes où l'ordre de mission il est factice. En fait, il n'existe pas. On ne cadre pas la mission, elle est pas cadrée sur les attendus respectifs, etc. A priori, chez vous, ça a été bordé dans le cadre de l'accord QVCT, c'est ça? J'ai pas entendu, pardon, je lisais dans le chat, je vois une remarque qui m'interpelle un petit peu. Ouais, j'allais la reprendre aussi. Ouais. Non, en fait, remercier, c'est pas négatif, c'est juste dans le sens où je travaille, je suis à la CFE-CGC, je suis aussi d'autres entreprises et d'expérience, et parce que je le vis au quotidien, pas toutes les directions sont pour que les consultants puissent réaliser leurs heures de délégation en dehors du temps de travail. Alors, légalement parlant, ce que vous mettez en avant, c'est vrai. On n'a pas à se justifier. D'ailleurs, je ne me justifie pas ni avec France ni avec personne sur les heures de délégation. Mais avoir un bon dialogue social au sein de l'entreprise, ça allait dans la même direction. Et avoir une entreprise qui acquiesce le fait que on a besoin de ce temps en dehors du temps de travail, parce qu'il y a des sujets de santé au niveau des heures de travail à respecter. Et ça, par contre, c'est le côté RH. Pardon, donc je remercie parce que c'est beaucoup plus agréable de travailler sereinement et sainement plutôt que de manière conflictuelle. Non, mais et précision utile quand même, c'est que ces heures en dehors de temps de consulting, elles sont en heures sup, c'est ça le sujet. Ah oui, c'est ça que je veux dire. Quand même, Je ne parle pas utile, Ah oui, c'est des heures en dehors du temps de travail. Donc, c'est des heures qui sont réalisées en heures supplémentaires. Quand on doit les faire, bien sûr. Pas... Donc, ça, c'est une précision utile à vous, mec. Et donc, ouais, sur l'ordre de mission, l'importance et ça a été cadré, tu l'as souligné, c'est important. Et ça, on le voit, toutes les boîtes de conseil ne le font pas, ça, de cadrer l'importance du cadrage de la mission. C'est très important de le faire. On essaie de s'améliorer tout le temps au niveau de l'ordre de mission parce que c'est rassurant, ça donne un cadre et ça permet d'envoyer un consultant sur une mission beaucoup plus sereinement. Parce que partir sur une mission, changer de mission, c'est toujours très compliqué et c'est très important de partir avec un cadre bien précis. Et c'est aussi légal, au-delà de l'aspect santé. Entendu. Jérémy, quand on a cadré en amont et dans les discussions qu'on a pu avoir, il y a un point que tu soulignes, et tu l'as souligné, l'importance du côté opérationnel sur le terrain. Et toi, tu vois vraiment, pour toi, en tant que CSE, après tu me corriges et tu affines ce que je vais dire, mais pour toi, il y aurait besoin quelque part d'une structure support en centrale pour accompagner, être en support, comme France l'a dit avec le pôle santé, mais l'équivalent du pôle santé, ça c'est mes mots, mais l'équivalent d'avoir un pôle de ressources soutien opérationnel pour accompagner, aider des consultants en difficulté, mais opérationnellement, et une structure fixe. C'est bien ça? Alors, c'est une structure, à mon avis, à laquelle on doit travailler pour accompagner les consultants. Ce n'est pas forcément lié à des problèmes. C'est lié à un milieu professionnel qui est très exigeant. Et ce milieu et cette exigence, on n'arrivera pas à la changer. Je veux dire, à un moment donné, il faut être aussi réaliste que le consultant est en mission chez un client et c'est la raison d'exister et c'est le business d'une entreprise. Je parle dans le consulting en général. Donc, on aura toujours ce genre de problème parce que quand on recrute, par exemple, quelqu'un qui est jeune,
il découvre tout et il est exposé assez violemment aux exigences, aux contraintes. Ce n'est pas forcément une agression, hein, je ne suis pas en train qu'on me comprenne bien. C'est juste que ça fait beaucoup d'informations en même temps, ça fait beaucoup d'exigences. Quand on sort de l'école, on peut avoir 18 en maths, mais on peut être très mauvais sur le terrain parce qu'on n'a pas cette expérience. Par contre, avec un accompagnement, ce n'est pas forcément un parrainage tous les jours, mais avec une structure qui permet de faire quelques sites sur l'année, par exemple un site par mois durant l'année, je suis persuadé quand même que déjà, les consultants seront plus rassurés, les managers aussi, parce qu'ils auront un soutien, un poids et pourront travailler plus sereinement et moins être fixés sur l'aspect social. Et pour diminuer l'absentéisme, je suis convaincu que ça passe par le terrain. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras pour tout ce qu'on communique, ça c'est le premier step, parce que c'est très important, mais tout se joue sur le terrain derrière. Et si on n'a pas cette seconde partie au niveau du terrain, je pense qu'on n'arrivera pas à passer un cap. Et aujourd'hui, l'absentéisme, au-delà de la santé, c'est aussi un levier financier pour toutes les entreprises. C'est politisé, c'est médiatisé. On prend conscience maintenant que voilà, on ne peut pas laisser la situation se dégrader dans un souci de santé, parce que bon, il n'y a rien de plus important que la santé. Mais derrière aussi, on ne peut pas laisser les choses se dégrader. Et c'est politique, hein, ce n'est pas juste au niveau des entreprises. Donc, le terrain, pour moi, est très important. Les personnes doivent être accompagnées pour comprendre leur métier, pour connaître la bonne posture, pour connaître les exigences clients. Quand le client dépasse les limites, il faut aussi qu'il y ait quelqu'un qui ait un peu plus d'expérience pour pouvoir dire au client, voilà, on peut faire ça, on vous propose ça, mais ça, on va rester comme ça pour l'instant. Et ça passe par une structuration d'entreprise un peu plus portée sur le terrain. Parfait. France, je te passe la balle là-dessus. Alors, il a raison de toute façon, Jérémy. Le terrain est clé en fait. Vous ne pouvez pas être dans des bureaux et prendre conscience des signaux faibles de tous les temps. Je parlais de l'alerte RH où les salariés peuvent solliciter leur RH. Oui, c'est une solution, mais ce n'est pas la solution dans l'instantanéité. Alors, une des réponses qu'on a, pour laquelle on voudrait renforcer, qui ne répond pas totalement à la perception en fait, de Jérémy, mais en tout cas, c'est une première réponse. On a démultiplié en fait un rôle de team manager. Donc, team manager, c'est un rôle de management intermédiaire, un collaborateur qui est dans l'environnement client avec les autres collaborateurs et qui est le relais de proximité, en fait, qui est la personne clé. Demain, vous avez un problème, vous avez une absence qui est imprévue, vous avez une difficulté relationnelle avec le client, mais aussi un autre sous-traitant, parce que c'est ça notre monde aussi, c'est qu'il n'y a pas que le client, mais il y a aussi tout un écosystème de sous-traitants. Et bien, le team manager, finalement, est la personne avec qui on va porter nos premiers mots, on va échanger. Et j'aime bien ce que disait Jérémy, parce qu'on n'en a pas suffisamment conscience, et moi-même, j'apprends au contact de Jérémy, mais parfois, les collaborateurs attendent juste une attention, une écoute, en fait, sans forcément que vous ayez la clé de la solution, sans forcément que vous ayez de réponse, ce qui est peut-être un peu la réponse naturelle qu'on a côté RH à trouver une solution. Mais Jérémy me dit, mais la personne voulait juste vous entendre, juste vous écouter. Et parfois, côté RH, on n'a pas su avoir cette écoute. Il faut qu'on se redimensionne aussi. C'est pour ça qu'on est complémentaires, c'est qu'on apporte des réponses différentes. Au CSE, on travaille beaucoup sur l'écoute active. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester 2 heures avec quelqu'un qui a un problème parce qu'il faut cadrer les choses, mais ça veut dire qu'il faut pouvoir entendre son souci et lui apporter une solution. Et des fois, juste l'écoute est suffisante. Et ça, c'est très important. Très bien. D'ailleurs, merci à vous deux. Et France, il y avait une question te concernant sur le pôle, la formation suivie. Si tu peux préciser la nature de la formation qui a été suivie, c'était une question qui avait été posée, que j'ai vue dans le chat. Oui, alors le pôle santé, donc les 4 personnes en l'occurrence qui sont là pour gérer les situations critiques ont été formées à la formation PMSS, donc la formation qu'on retrouve en premier secours santé mentale. Et ensuite, on passe par un organisme pour former l'ensemble de la communauté RH et QHSE. Alors, je ne sais pas s'il faut que je dise le nom parce que
En l'occurrence, on n'a aucun lien avec cet organisme, mais c'est le CSE qui nous l'a recommandé parce qu'ils ont suivi cette formation. C'est l'organisme de formation Cali, en fait, spécialisé sur la santé mentale. Et ensuite, pour l'ensemble de nos collaborateurs, on a fait des sensibilisations sur la prévention des risques psychosociaux, sur la prévention du harcèlement. Et là, c'est avec un autre organisme qui s'appelle Golma. On n'a aucun lien particulier avec ces organismes, je préfère le dire, mais c'est parce qu'on a eu des retours positifs d'autres sociétés ou du CSE qui nous ont amené à confier à ces organismes ces formations sensibilisation. Parfait. Merci à vous deux pour vos échos, vos riches échos. Peut-être avant de passer la parole à Jean-Baptiste, Sophie, Yves, si n'hésitez pas à rebondir. J'enchaîne. Oui, peut-être juste rapidement, il y a dans le chat des témoignages sur des situations plus difficiles, soit dans le dialogue social, soit dans les relations professionnelles. Et bien évidemment, notre propos n'est pas de dire que l'écoute, par exemple, à elle seule suffirait. Je pense que nos deux témoins, France et Jérémy, le citent comme un élément, et bien évidemment, dans lequel la réflexion sur l'organisation du travail, vos métiers, est majeure. Voilà. C'est un point important de solution. Après, moi, j'ai envie de titiller un peu, de dire, mais est-ce que le dialogue social des entreprises d'ordre pourrait se pencher sur les conditions de travail aussi des salariés prestats qui interviennent pour desserrer l'étau des contraintes qui pèsent sur l'organisation du travail. Donc ça sera pour un webinaire peut-être en 2030, Rodolphe. Bonne perche. Effectivement, c'est une vue globale qui effectivement mérite d'être posée. Ouais. Je ne sais pas si France est... J'ai une petite remarque là-dessus, oui, c'est intéressant, mais la difficulté, c'est que quand vous travaillez chez divers clients, c'est eux qui organisent leur travail sur leur site. Et alors évidemment, l'entreprise est responsable de ses salariés. Dans toutes les entreprises, il faut s'assurer que les conditions soient bonnes, mais les conditions peuvent évoluer dans la vie d'un consultant du matin au soir. C'est toute la difficulté entre quelle est la limite d'acceptation pour un consultant et à quel moment il faut remonter à son manager que c'est pas normal. Toute la difficulté là, et c'est très dur, hein, c'est pas simple. Mais par contre, il faut jamais se taire, il faut toujours parler avec bienveillance, il faut toujours remonter les soucis, ça c'est certain, c'est sûr. Juste pour finir, parce que je vois une question de Rachid, et le handicap, c'est un sujet qui a été rapidement un sujet consensuel entre nous, ce qui n'est pas forcément le cas sur tout. Mais juste pour terminer sur le handicap, qu'est-ce qu'on a mis au sein du groupe et on a multiplié notre taux de salariés en situation de handicap par 4 en 4 ans. Qu'est-ce qu'on a mis? On a déjà sensibilisé nos collaborateurs sur un certain nombre de sujets. On regarde les pathologies les plus communes et on fait appel à des experts sur ça. Dernièrement, on a fait par exemple une sensibilisation sur l'endométriose, qui est un sujet d'importance et qui a permis aussi à un certain nombre de femmes de pouvoir en prendre conscience, de pouvoir se dire oui, ça me concerne aussi, et de bénéficier des mesures de l'entreprise. Quelles sont les mesures de l'entreprise? C'est plus de télétravail pour les personnes qui font la démarche de reconnaissance en situation de handicap. C'est 4 jours d'absence autorisée par an pour soit faire des démarches administratives, soit aller à des rendez-vous médicaux en lien avec la pathologie. C'est de l'aide financière aussi à travers des chèques CESU. On a mis en place des chèques CESU parce qu'on se rend compte que ces personnes ont besoin de soutien, parfois pour faire des tâches ménagères à la maison, parfois pour accompagner leurs enfants, etc. Donc, c'est une contribution. Et au-delà de ça, on a formé surtout tous nos managers, tous nos fonctions support et le CSE à l'accompagnement des personnes en situation de handicap pour qu'on ait les bons aménagements aussitôt et de ne pas attendre en fait la survenance en fait ou la reconnaissance, mais d'agir dès le début sur l'aménagement du poste.
Et c'est des questions qu'on pose aussi lors du recrutement. Est-ce que vous avez besoin d'un aménagement de poste de façon à nous équiper avant l'arrivée d'un futur collaborateur? Ça peut prendre du temps de recevoir les retours. Ouais. Parfait. Merci, merci à vous deux. Parole à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste de Courville, donc toi tu es en charge des partenariats chez Previa et donc pour te lancer, avant de te lancer, réponse au sondage, là on en est à 71% des directions qui ne maintiennent pas qui ne se donnent pas les moyens de maintenir le lien avec les salariés en arrêt long. Et on est à 66% du côté CSE et syndicats, enfin du moins de façon organisée, parce que ça peut être aussi de façon spontanée, naturelle, sans forcément une organisation ad hoc. Pour commencer, Jean-Baptiste, si tu peux nous expliquer, vous accompagnez, a priori tu me disais, vous accompagnez 800 personnes par an en arrêt long. Et quelles sont les trajectoires, si tu peux nous présenter un peu les trajectoires de ces personnes Effectivement, Previa est un spécialiste du retour au travail et donc accompagne les collaborateurs en arrêt longue durée vers une reprise d'activité professionnelle. On est un partenaire historique d'AXA, puisqu'on travaille depuis 20 ans avec AXA sur cette question du retour au travail et de comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner ces collaborateurs en arrêt longue durée. Vous voyez juste une petite aparté sur le lien entre l'entreprise et les collaborateurs en arrêt. C'est quelque chose qui est primordial. J'entendais tout à l'heure dans le chat effectivement des réticences en disant il ne faut pas que ça devienne du harcèlement, bien évidemment. Et évidemment, il ne faut pas poser de questions sur les pathologies ou sur les conditions du retour, mais simplement garder le lien. Je crois que les entreprises doivent, et c'est aussi votre rôle d'élu, et je sais que beaucoup d'élus prennent ce rôle très à cœur et très à charge, de maintenir le lien entre ces personnes qui sont en arrêt de travail et l'entreprise. Simplement en proposant une main tendue, en disant voilà, la direction des ressources humaines, votre manager, en tout cas la personne référente, reste à votre disposition pour échanger si c'est nécessaire. Et puis se saisir aussi des entretiens de liaison lorsque c'est nécessaire pour continuer à maintenir le lien entre l'entreprise et le collaborateur en arrêt. Concernant effectivement nos accompagnements, je pense que la première chose qu'on pourrait dire, c'est qu'on a on a suivi les tendances qu'expliquait Yves tout à l'heure dans le Datascope sur le fait que on accompagne aujourd'hui des personnes qui sont en arrêt de travail longue durée et qui ont des pathologies qui sont très différentes si on remonte 10 ans en avant, puisqu'aujourd'hui, les pathologies psy prennent une part très dominante de l'absentéisme longue durée. Et puis, il y a un rajeunissement des personnes qui sont en arrêt de travail, avec des personnes qui sont de plus en plus jeunes lorsqu'elles arrivent en arrêt de travail longue durée. C'est certainement dû au fait que les pathologies psy vont concerner un champ un petit peu plus large. Et puis, en dernier point, il y a la question du cancer. Il y a la question du cancer. Le cancer augmente en masse en France. Alors, il n'augmente pas en mortalité. C'est pour ça que c'est un sujet aussi qu'il faut réussir à détabouiser, entre guillemets. C'est-à-dire que la mortalité du cancer baisse, mais la globalité des cas de cancer en France augmente. L'augmentation de ces cas de cancer a pour conséquence l'arrivée du cancer de plus en plus présente dans les entreprises, qui était de nouveau également peut-être pas le cas il y a quelques années, où concernait qu'une population très proche des années retraite. Et là, aujourd'hui, on voit qu'il y a une massification, malheureusement, et des cancers qui arrivent sur des personnes, excusez-moi, jeunes, si on met toujours le curseur un petit peu là où on en est rendu dans son parcours d'âge, mais je crois qu'effectivement, on voit des personnes de plus en plus jeunes atteintes du cancer. Quand je parle de personnes jeunes, je parle de personnes qui ont entre 40 et 50 ans, où on voit que cette population, aujourd'hui, est soumise également à la question du cancer. Donc voilà pour les trajectoires des personnes qu'on peut voir. On voit beaucoup de personnes qui sont dans des cas d'arrêt pour des causes qui sont psy, et puis la question du burn-out qu'augmente. Ça n'empêche pas les TMS qui restent toujours là, mais qui peut-être n'augmentent moins, en tout cas, que ces deux autres catégories. Il y a quand même le point, enfin, ok, c'est intéressant ton éclairage sur les conséquences des cancers, mais il y a aussi quand tu me disais qu'il y avait aussi des inaptitudes enfin une usure professionnelle des inaptitudes, des personnes qui étaient de plus en plus déclarées inaptes et de plus en plus jeunes, quoi. Donc un
rajeunissement l'usure professionnelle qui a atteint je m'exprime très mal, mais j'arrive pas. Voilà. Effectivement, on a dans le schéma de l'arrêt de travail, et je pense que les élus qui sont avec nous le connaissent, il y a la question de l'inaptitude, il y a la question de l'invalidité, il y a tous ces rendez-vous, entre guillemets, qui sont des étapes dans ce long chemin de l'arrêt de travail qui, théoriquement, ne dure pas plus de 3 ans. Et on voit que de plus en plus, côté sécurité sociale, donc côté invalidité, côté médecin du travail également, les décisions sont prises de plus en plus tôt. Sur des avis d'inaptitude totale à l'entreprise, forçant, entre guillemets, le collaborateur, la direction des ressources humaines à prononcer un licenciement pour inaptitude. Et donc, on voit aussi qu'il y a un lien qui se fait de plus en plus fort entre la fin de l'arrêt de travail et la fin du contrat de travail. Et donc, ça, c'est quelque chose que nous, chez Prévia, on ne le dénonce pas, parce que la question n'est pas de le dénoncer, mais on a été obligé aussi de nous chez Prévia qui accompagnons ces collaborateurs en arrêt, se recentrer sur le fait qu'on sait que sur une pathologie psy qui peut avoir un lien avec le monde du travail et l'entreprise en tant que telle, il va aussi falloir aller chercher des solutions en externe et retrouver la ressource d'aller chercher du travail, entre guillemets, ailleurs. Et c'est là tout le travail qu'on fait avec les personnes qu'on accompagne pour les réengager, parfois dans un nouveau projet professionnel, parce qu'on sait qu'il va y avoir des inaptitudes qui vont être prononcées par les médecins du travail. Et sur l'invalidité, c'est le même sujet. Hein. On a des invalidités qui sont prononcées de plus en plus tôt et également de plus en plus tôt en âge et de plus en plus tôt aussi en durée d'arrêt. Hein. Je donne souvent cet exemple. Je te l'avais peut-être donné, Rodolphe, mais on a une personne qui a été mise en invalidité deuxième catégorie, donc c'est-à-dire une prise en charge a priori à hauteur de 100% de son salaire via une rente, côté sécu plus côté prévoyance, pour quelqu'un qui a 8 ans et qui a 18 mois d'arrêt de travail dans une situation de burn-out. Et là, on ne comprend pas trop le rôle de la sécu, parce qu'on sait que le burn-out, ça prend du temps, il faut laisser le temps aux personnes, les personnes vont en sortir. Hein. C'est une pathologie psy, elle a un caractère beaucoup plus évolutif que des pathologies TMS, voire des cancers. Donc, il faut laisser du temps aux personnes. Et voilà. Et c'est effectivement toutes ces évolutions, entre guillemets, des points d'étape de l'arrêt de travail qui évoluent. Tu me disais, la difficulté du retour à l'emploi, et plus ça durait, plus c'était difficile. Les choses ne vont pas s'arranger avec l'IA. Et comment on fait pour anticiper au maximum et amener, alors je ne sais pas comment vous faites, mais faire prendre conscience aux personnes qu'il ne faut pas trop, attendre, c'est risqué, quoi. Alors, effectivement, c'est la grande question, c'est qu'il y a 2 sujets dans la longueur de l'arrêt de travail. Le premier sujet, c'est que plus vous attendez, plus le lien se coupe avec l'entreprise, plus c'est compliqué pour vous en tant que collaborateur de rentrer dans une structure parce qu'elle évolue. On voit aujourd'hui que vous ne venez pas au travail pendant 6 mois, les choses ont évolué. Alors, vous imaginez sur les personnes qui sont à 18 mois ou 24 mois d'arrêt, quand elles reviennent, ce n'est pas les mêmes structures. Nos structures sont de plus en plus agiles, elles se transforment en permanence. On voit des entreprises où on a l'impression que le plan de transformation il est permanent, on change nos manières de travailler. L'IA est un facteur d'évolution encore plus rapide des pratiques de travail. Et donc, il y a une vraie difficulté pour un collaborateur, au-delà même de sa santé et de sa capacité, à reprendre le travail dû au fait qu'il y a des évolutions qui sont très fortes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait qu'une organisation, et ça, c'est quelque chose qui est très important, et je pense que France et Jérémy comprendront mon propos. Quand un collaborateur est en arrêt, la difficulté, c'est les 6 premiers mois pour l'organisation. C'est les 6 premiers mois. Pendant les 6 premiers mois, il y a une désorganisation de la structure. Il y a une charge de travail qui est répartie sur d'autres collègues. Il y a parfois des tâches qui ne sont pas faites parce que la personne était, entre guillemets, sur des tâches uniques. Passé 6 mois, l'entreprise a trouvé une solution. Elle a recruté quelqu'un, elle a réorganisé la façon de faire. Et donc, au bout de 6 mois, organisationnellement, il n'y a plus besoin que la personne revienne. Et c'est là toute la difficulté. Ça veut dire que, naturellement, l'organisation, et c'est normal,
elle réagit face à la surcharge et donc elle va s'adapter. Et donc elle va s'adapter, elle va trouver des nouvelles solutions. Et donc, ce qui va rendre la reprise du travail encore plus compliquée. Parce que c'est le côté et c'est la volonté, cette fois-ci, de l'entreprise de dire, moi, humainement, je veux que X, Madame X ou Monsieur Y reviennent au travail parce que, organisationnellement, on a trouvé une solution. Il y a forcément une solution qui a été trouvée. Et c'est là toute la force des entreprises qui arrivent à maintenir le lien pour faire en sorte que les personnes reprennent. Donc, dans la durée, il y a ces deux questions. Il y a l'inadaptation de la personne avec le temps, et puis organisationnellement, une solution a été trouvée. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Merci à toi, Jean-Baptiste. Comment? Non, je croyais que Jérémy voulait rebondir sur… Non, mais oui. Non, je voulais répondre à 2 questions, si c'est possible. Vas-y, non, on se prend encore 5 minutes donc, pour terminer. Donc, vas-y, Jérémy. Il y a la question de Stéphane sur l'adaptation RH, si je peux me permettre, c'est mon avis. C'est qu'il faut laisser centrer le salarié au cœur de l'intérêt numéro 1 pour un employeur, déjà parce qu'il est responsable de sa santé vis-à-vis de la loi. Par contre, tout ce qui est dit par Stéphane, c'est vrai, ça restera vrai, et c'est une réalité business d'une entreprise. Ça ne veut pas dire qu'il faut du tout écarter le fait qu'on a un salarié qui risque d'être en situation de détresse. C'est juste qu'il faut replacer vraiment le salarié avant tout ça. Mais ça veut dire quand même qu'il faut tout avoir en tête à l'échelle d'une entreprise. Et pour répondre à Olivier, qui a raison aussi dans ce qu'il dit, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour moi, on doit avoir plus d'objectifs sur le terrain. Comme on a dit, nous, chez Vulcain avec France, on a des team managers, mais c'est un rôle qu'on a en place. C'est aussi des consultants donc, qui ont une mission, mais qui ont un temps alloué pour faire du team management. Mais structurer plus sur le terrain, en tout cas dans le consulting, ça devrait permettre de pouvoir réduire l'absentéisme parce qu'on serait plus présent pour analyser les problèmes X et Y, notamment sur les incivilités clients. Mais vraiment, c'est une présence physique. Ce que tu me disais quand on cadrait, et c'est France parle de rôle, et toi, tu parles de métier. C'est ça le truc, j'ai l'impression. Toi, tu parles, on pourrait intégrer, incrémenter un métier, et France, vous avez, pour l'instant, vous êtes dans une logique de rôle qui est valorisée, reconnue comme telle. Et donc, c'est là peut-être la différence d'approche, et il y a quand même un élément clairement organisationnel derrière ça. C'est la différence entre le rôle qui est actuellement en place et structurer quelque chose de nouveau. Le rôle, c'est le premier step, puisque ça s'assimile à quelqu'un qui est aussi consultant, donc qui lui-même voit tout ce qui se passe, mais qui a aussi une mission et une performance à rendre au client, et à son employeur surtout d'ailleurs. Mais une structure, c'est pour permettre de réduire l'absentéisme. Je crois qu'on se pose tous ces questions pour arriver à un seul objectif, c'est de réduire l'absentéisme. Et à un moment donné, il faut des actions plus fortes, même si, je le dis, l'écoute, ça reste important, mais il y a d'autres choses à faire que l'écoute. Et voilà, c'est la structure, pour moi, c'est le terrain pour répondre. Parfait. Alors, on va faire un tour de parole conclusif. Et avant ça, je me permets de faire l'autopromo pour les prochains directs de Miroir Social rapidement. Donc, jeudi prochain, quel facteur de réduction des RPS pour les représentants des salariés? Et mardi prochain, hop, je vous le mets vite fait. Et sujet également d'actualité, c'est les élus face aux défaillances d'entreprise et comment on amène les employeurs à prendre leurs responsabilités au moment où il faut. Donc, 2 sujets différents, mais à chaque fois, des élus qui sont là encore exposés à des risques. Voilà. Tour de parole. Jean-Baptiste, tu voulais y aller. Et après, Sophie et Yves. En fait, merci. Effectivement, toute la question de la gestion de l'absentéisme, en mon sens, ça doit venir du haut et ça doit avoir un effet entre guillemets en bas. C'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble de la chaîne managériale ait conscience que l'absentéisme, à la fois a un coût, mais également propose des solutions parce qu'on sait que des collaborateurs engagés, présents, ça a un impact à la fois sur la performance, sur le collectif. Quand on prend soin des collaborateurs qui sont en difficulté, ça a un impact direct sur les autres parce que les autres savent qu'il y a eu une prise en compte de la difficulté de l'autre. Et ils se disent, moi, le jour où j'irai moins bien, je sais que je vais être soutenu. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est fédérateur. C'était le premier point. Le deuxième point, et là, je vais vous parler à vous en tant qu'élu. Et je sais que vous le faites beaucoup, et le sondage le montre, j'avais en tête 60% d'entre vous, en tant qu'élus, vous maintenez le lien avec les personnes en arrêt. Et c'était un remerciement de ce que vous faites, et 2, de continuer à le faire, c'est très important.
la question de l'arrêt de travail, l'employeur, c'est jamais facile de garder le lien avec la personne qui est en arrêt. On ne sait pas où ça commence, où ça s'arrête. Je vous disais tout à l'heure, il faut toujours proposer la main tendue. Et les élus, vous avez un vrai rôle à jouer là-dessus. Et je vous remercie de ce que vous faites déjà et je vous incite à continuer. Quand nous, on prend contact avec un collaborateur qui est en arrêt depuis un an, la première chose qu'il dit, c'est « j'ai beaucoup travaillé pour cette structure et maintenant, il n'y a plus rien ». Et ça, c'est vraiment une vraie cassure chez les personnes en arrêt. Donc, je vous incite à continuer ce maintien du lien que vous faites. Voilà ma conclusion. Merci à toi, Jean-Baptiste. Yves? Oui, alors moi je voulais surtout te remercier Rodolphe pour l'opportunité de l'échange que tu as su créer, parce que je trouve que c'est super intéressant. En tout cas, moi j'ai appris plein de choses, parce que globalement, nous on détecte encore une fois des tendances, on voit des choses qui se passent, et moi j'adore personnellement entendre des témoignages, comme dit Jérémy, de terrain, pour voir ce qui se passe localement, parce que les solutions, elles sont locales. Et ce que Vulcain a montré, ben, c'est une situation qui est particulière, qui est celle du Conseil, mais toutes les situations sont particulières. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir que localement, on peut faire des choses et on peut d'autant mieux les faire qu'il y a un dialogue social de qualité. Voilà, donc et je voulais aussi remercier à titre personnel Jérémy parce qu'il a accepté de témoigner dans l'édition 2026 du Datascope. Donc, un grand merci Jérémy. Et d'ailleurs, je tiens à signaler que Vulcain n'est pas un client d'AXA Santé et Collective. Voilà. Donc, mais enfin, moi, ces thématiques me passionnent parce qu'au-delà de la data, il y a des vrais phénomènes, il y a des organisations, il y a des personnes. Et moi, je trouve super intéressant qu'on puisse en parler de façon sereine parce qu'il faut se retrousser les manches. Il y a effectivement des choses à faire, encore une fois, localement. Donc, un grand merci pour vos différentes interventions et un grand merci aussi côté de Previa avec lequel nous travaillons en partenariat depuis de longues années maintenant. Merci beaucoup. Merci à toi. Sophie, à toi. Et je tiens à préciser que c'est grâce à Sophie qu'on a eu la chance d'avoir le témoignage croisé de Vulcain. Merci à toi, Sophie. C'est grâce à toi. À toi la parole. Bonjour, bonjour, n'importe quoi. Évidemment, un grand merci Rodolphe, un grand merci à toutes les intervenantes, intervenants et aux échanges très riches dans le chat. En tant qu'ancienne juriste en droit du travail, il y a un petit truc qui me titille et que je ne peux pas m'empêcher de partager avec vous, peut-être là aussi pour imaginer la suite de nos échanges, c'est la question de l'entretien de liaison, qui n'est pas une obligation. Alors, si le salarié le demande, que l'employeur le refuse, au nom de l'obligation de sécurité, il serait délicat qu'il le refuse. Mais d'abord, cet entretien de liaison qui existe dans le Code du travail, qui est un droit peu connu, moi, je pense qu'on aura à y travailler ces prochaines années. Voilà, voir comment on peut faire en sorte qu'on puisse le proposer, le faire connaître. Il ne faut pas que ce soit imposé à un salarié qui n'est pas en état d'échanger, d'être en lien avec son entreprise. Et en même temps, quand on a organisé des webinaires avec Jean-Baptiste dans des formations syndicales, on a remarqué à quel point c'était peu connu et perçu comme quelque chose d'extrêmement important. Voilà, en tout cas, je pense qu'on fait couvrir le sujet et on aura l'occasion de se revoir dessus. Merci. Et merci. Là, je vois qu'il y a une question de Sandrine sur l'entretien de liaison. Donc, je vais vous envoyer l'article du Code du travail qui en parle. Merci à toi, Sophie. Merci à AXA d'avoir porté cette nouvelle rencontre. Merci à vous de votre participation active dans le chat. J'espère que ça vous a nourri, qu'on a abordé également, parce que l'entretien de liaison, le mal est fait, entre guillemets. Enfin, voilà, donc l'idée aussi, c'était de voir comment on évite d'en arriver là. Et je pense qu'on l'a vu aussi avec le témoignage de Vulcain. C'est clairement étayé sur que ça se joue sur le terrain et la capacité, on parle de dialogue professionnel, ça se joue là. On en parle beaucoup concrètement, qu'est-ce que ça donne? On peut se poser la question, mais en tout cas, c'est là que les choses se jouent. Compte rendu à suivre, publié avec toutes les ressources qui ont été partagées. Vous recevrez ça par mail prochainement. Je vous invite à participer au prochain direct de Miroir Social. N'hésitez pas aussi, si vous avez des choses à dire, etc., à me contacter. Vous avez mon contact, etc. Toujours à l'écoute pour intervenir sur de prochains directs, etc.
Donc, vraiment, il n'y a pas de… À partir du moment où ça parle de travail, moi, ça m'intéresse. En tout cas, ça intéresse Miroir Social et sous toutes ses formes. Donc, merci. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci à tous, à toutes. Merci. Au revoir. Je coupe. On est presque à l'heure. À bientôt. Au revoir. Bonne journée.